Bonjour à tous, merci d'être là pour la dernière journée et la dernière conférence plénière du Salon e-marketing. Donc je suis l'organisateur des conférences et l'animateur de certaines d'entre elles. Alors je vais appeler 5 personnalités emblématiques du digital à venir me rejoindre. Delphine Roman, Jessica Delpirou, Karine Bruer, Isabelle Cambrola, Raphaël Gruyn. On peut les applaudir. C'est fini la digestion. La digestion c'est de 14h à 15h, donc là on a la pêche pendant 1 heure. C'était pas évident de réunir autant de personnalités et surtout autant de donneurs d'ordre. Ce ne sont pas des prestataires, ce ne sont pas des consultants, ce sont des gens qui pratiquent le mobile. Ce sont des femmes, beaucoup. Raphaël, heureusement que tu es là, parce que j'allais être perdu. Et donc on a beaucoup d'univers, on a la restauration, on a la banque, on a les services, on a le dating. J'ai appris d'ailleurs, Jessica, que vous n'étiez plus un site de rencontre, mais un service de rencontre. Et via Michelin aussi, qui travaille sur les loisirs et tout un tas d'autres activités autour de la route. Donc, on les a applaudis. On va vous laisser vous présenter, déjà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et puis, très vite, qu'est-ce que vous faites dans votre vie mobile et dans la mobilité au sein de vos entreprises? Parce que finalement, on a parlé conversion pendant ces 3 jours, on a parlé acquisition, on a parlé uberisation, on a parlé data versus content. Ce qu'on se rend compte, c'est que le mobile, c'est plus un sujet, un gadget. Plus de 50% du trafic provient du mobile ou tablette. Donc la question n'est pas de dire est-ce qu'on y va? La question est de dire comment on y va, comment ça fonctionne, quels sont les leaders, quels sont les enjeux. Et donc on va voir tout ça avec, par exemple, Delphine qui va commencer par se présenter. Alors bonjour à tous, donc je suis Delphine Roman, je suis en charge du marketing de Via Michelin. Je travaille dans la filiale de Michelin qui s'occupe de tous les services d'aide à la mobilité. Donc la mobilité, évidemment, le mobile, ça fait sens. Donc c'est la filiale qui s'occupe du guide de gastronomie, des guides de voyage et des services de cartes et d'itinéraires. J'ai 37 ans, 3 enfants. Pas mal. 10 ans Isabelle. Je vais casser la moyenne. 24 ans. Ouais, à peine. Donc je suis Isabelle Cambrelan, j'ai en charge l'expérience client, pour faire court, à la branche numérique du groupe La Poste. Je suis pas sûre de vous faire l'offense d'expliquer ce qu'est le groupe La Poste, mais on est un groupe multimétier. Tu as parlé de banque tout à l'heure, je me suis un peu reconnue. Courrier, colis, opérateur mobile, etc. Et combien de chiffre d'affaires? Ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, La Poste, finalement. Ah oui, 22 milliards d'euros. Oui. 22 milliards. Et je travaille dans la branche numérique qui a été mise en place il y a 3 ans pour accompagner, voire même booster la transformation digitale de la maison qui est sérieusement impactée sur son cœur de métier. Donc tu es un peu aussi Madame Mobile. Ah oui, je suis un peu Madame Mobile, oui. Alors Jessica, ta vie, ton œuvre. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Jessica Delpirou et je suis en charge de l'Europe du Sud qui commence chez nous aux Pays-Bas pour le service de rencontre, comme tu l'as très bien dit, mythique, que je ne vous présenterai pas. Je ne vous demanderai pas non plus dans la salle qu'il a déjà utilisé, parce que je pense que certains d'entre vous n'oseront pas lever la main, mais en tout cas, qui connaît des gens qui l'ont utilisé? Qui connaît le service, service mythique? Levez la main. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a formé 6 millions de couples en 2015. J'ai une autre stat, 6% des mariages sont des mariages mythiques en France aujourd'hui. Oui, c'est une stat un peu plus ancienne, mais et 1 Français sur 5 connaît un couple mythique. Donc on a des beaux résultats. Et le mobile, c'est quoi pour nous? On est très proche d'un réseau social, puisqu'on a été le premier réseau social en France, en réalité, puisqu'on est arrivé avant Facebook en France. Donc de ce fait, vous l'aurez compris, le mobile, c'est au cœur de l'intimité de chacun, puisque chacun a son mobile au creux de la main en permanence. Et donc, ça fait beaucoup de sens pour un service de rencontre d'être très, très fortement axé sur le mobile. Donc, on est, comme on le dit souvent, mobile first. J'y reviendrai tout à l'heure. Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Raphaël Krivine, donc j'ai 25 ans, je suis dyslexique et je suis chez AXA depuis 25 ans aussi. Oui. Toi aussi? 25 ans d'âge, 25 ans chez AXA. Non, 8 ans. Et j'ai commencé en apprentissage. Et puis, je suis dans le digital depuis pas mal de temps. Et en fait, je suis en charge de Soon, qui est l'offre de banque sur mobile pour les
la génération Y lancée par AXA il y a 2 ans, donc banque sur mobile. Je pense que je ne me suis pas trompé de conférence. Très bien. Ok. Alors Karine. Et donc, je suis Karine Breuer. Moi, je suis chez Alloresto depuis 7 ans, où j'exerce comment dirais-je, le beau métier de directrice marketing. Où le mobile pour nous est devenu une réalité en 2010 avec le premier site mobile et puis en 2011 avec l'app. Aujourd'hui pour nous l'app revêt énormément de challenges au sens très positif du terme et donc c'est une absolue priorité pour nous puisqu'on est sur une logique de télécommande plus que réellement d'app. Ok, donc 2010 pour Karine, pour Alloresto. Si on devait juste donner une date chronologique, on va dire l'entrée de votre société dans le mobile, c'est quelle année? Raphaël, AXA Bank, quelle année? AXA Bank, je pense que c'est fin 2010. D'accord. Jessica? Nous, on est très très vieux dans le mobile puisqu'on a commencé par le WAP. Donc le Voilà. WAP, c'est quoi? C'est 2005. Je pense qu'on était en 2005 sur le WAP déjà. Donc, et le WAP est encore quelque chose d'assez important pour nous aujourd'hui, en termes de revenus en tout cas. Ah oui, mais il y a encore des téléphones. Et oui, qui l'eût cru? Alors que le Minitel, ça s'est éteint le 30 juin 2013, hein, donc il y avait encore des connexions quelques heures avant. Isabelle, la Poste et le mobile. Avril 2010. 2010, on sent que c'est quand même... Dans des logiques qui ressemblent plus du tout à ce qu'on a aujourd'hui sur les stores, mais avril 2010, oui. Alors Delphine? Alors nous, c'est pareil, on était sur le WAP il y a très longtemps, sur l'iMode, enfin les trucs... voilà, on a fait plein de choses. Le Minitel avant, et Via Michelin fête ses 15 ans cette année, et sur le mobile depuis 2009. Très bien. Donc on voit quand même que 2009-2010, ça a été assez charnière, hein. C'est vrai qu'à ces époques-là, le mobile, ça représentait quelques pourcents de trafic. On n'avait pas encore tous les smartphones démocratisés, mais là, clairement, ça s'est accéléré. Alors, j'ai une question pour Raphaël notamment. AXA Bank, c'est donc la banque de la compagnie d'assurance AXA. Vous avez décidé de vraiment créer une spin-off et non pas simplement une déclinaison mobile de votre service bancaire. Alors pourquoi faire ça? Et peut-être que vous autres, vous avez aussi une stratégie de rendre autonome la stratégie mobile ou vraiment de l'intégrer dans ce que vous faites actuellement. Quand on a commencé à réfléchir au projet Soon en 2012-2013, j'ai envie de dire qu'à l'époque, pour nous, le mobile, c'était un canal supplémentaire. Mais finalement, les banques traditionnelles ou les pure players considéraient le mobile comme un canal supplémentaire. Vous aviez le relevé de compte papier pour être caricatural qui arrivait dans votre boîte aux lettres. Donc voilà, débit crédit, les entrées, les sorties d'argent, tout bête. Et puis on retrouvait la même chose sous la même forme avec un peu de couleur sur Internet ou sur le guichet automatique. Et puis on commençait à l'avoir au format smartphone. Puis j'ai envie de dire qu'à l'époque, les dirigeants, dans les grands groupes, pas tous, hein, mais ils avaient le BlackBerry. Donc quand on a le BlackBerry, en 2012, c'était pas gagné. Et on ne voyait pas forcément tout ce qu'on pouvait faire en termes de nouveaux usages avec un smartphone. Or, avec la géolocalisation, l'accès à l'appareil photo, etc., eh bien, ça révolutionne beaucoup de choses. Et on s'est dit à l'époque que ça pouvait aussi changer complètement la façon de consommer de la banque, d'ouvrir un compte bancaire et puis après de gérer son compte. Donc en fait, la stratégie d'autonomisation du mobile, elle est plutôt gagnante. Il y a un mot, on parle toujours d'argent de poche. Je veux dire, quand on a son smartphone dans sa poche, on a sa banque dans sa poche. Et ça veut dire que banque et téléphone et smartphone se marient très très bien ensemble. Alors pour vous, mesdames, est-ce que c'est à côté le mobile ou c'est vraiment à l'intérieur de la stratégie? Isabelle, je sens que... Non, écoute, tu me regardes avec insistance. Donc, non, en fait, le mobile, on l'a assez vite intégré dans la boucle globale de l'expérience client. D'abord parce qu'on a commencé sur le mobile dans les logiques qui étaient plutôt les logiques du marché, où à l'époque, c'était maintenant il y a 6 ans, hein, on était dans des logiques plutôt mono-usage. On a joué le va-tout du service parce qu'on, dès le départ, on a eu cette conviction qu'il fallait vraiment déporter une valeur d'utilité. Et puis, comme beaucoup de marques, on a fait le constat qu'avec la saturation des stores, le nombre d'applications téléchargées sur les terminaux, il fallait, trop d'applications, tuer l'application. Donc on l'a embarqué dans un projet plus global de simplification de l'expérience client,
dont l'objectif est d'apporter aux clients un parcours fluide, etc., enfin simple en tout cas, et personnalisé, quel que soit le canal qu'il choisit pour entrer en contact avec nous. Un projet de simplification de l'expérience client en ligne. On verra peut-être ensemble tout à l'heure qu'il n'est pas qu'en ligne, parce que quand on a un réseau de 17 000 points de contact et 80 000 facteurs qui passent au domicile tous les jours, on est dans une boucle multicanale. Voilà, donc aujourd'hui, on a rationalisé le parc applicatif. On l'a rangé par univers d'usage en misant vraiment à fond sur la valeur ajoutée fonctionnelle et sur la qualité de l'exécution qui nous semble assez indispensable pour sortir un peu la tête de l'eau. Et on a trois grandes applications, familles d'applications. Une application qui embarque les services pratiques du quotidien, qui est l'application La Poste. Une application qui porte un savoir-faire assez particulier, puisqu'on est aussi opérateur de coffres numériques, lesquels proposent des extensions de services sur la facilitation des démarches administratives. L'application s'appelle DigiPodPass. Et comme je le disais tout à l'heure, on est aussi une banque. Donc on a un univers d'applications autour des services bancaires. Très bien. Jessica, est-ce que le mobile, c'est une société à part ou c'est complètement l'univers mythique, mais sur un smartphone? Ouais, nous, le mobile, c'est plus qu'intégré à la société, puisque ça devance l'ensemble des usages, en fait. Donc, je parlais tout à l'heure de Mobile First, qui est le mot à la mode, enfin en tout cas qu'il était depuis un certain temps. Chez nous, ça a une vraie valeur, c'est-à-dire que nos utilisateurs aujourd'hui rentrent à 70% par le mobile. C'est-à-dire nos nouveaux inscrits, on a 70% de nos nouveaux inscrits qui s'inscrivent par le mobile. On a 60% de notre usage qui se fait sur mobile, ce qui veut dire que, de facto, le mobile est vraiment le premier contact que l'utilisateur va avoir avec Mythic. À partir de là, on est passé d'une phase où on était d'abord sur c'est intégré à la stratégie et c'est une sorte de copier-coller de ce qu'on fait sur le site internet à finalement, ça doit devancer l'ensemble des usages qu'on va transposer ensuite sur le site internet, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça doit proposer des usages spécifiques. Donc aujourd'hui, oui, vous trouverez sur le mobile et sur nos applications ou notre site mobile des usages que vous n'avez pas sur, votre ordinateur quand vous allez sur le site Mythic. Je peux vous donner plein d'exemples, mais ce que je trouve très parlant dans cet élément-là, c'est notamment le fait qu'on a créé des événements pour célibataires il y a 3 ans maintenant, et qu'aujourd'hui sur le mobile, vous allez pouvoir retrouver vos événements pour célibataires. Donc, vous avez votre calendrier de soirée avec vos soirées classiques, vos ateliers cuisine, vos ateliers œnologie, tout ça sur votre mobile. Et c'est un usage qui a commencé par le mobile. Donc, c'est vraiment très, très important que vous ayez les services qui soient adaptés au mobile. Donc, oui, mobile first, complètement intégré, native. On ne pense à un projet qu'en le pensant d'abord sur le mobile chez nous. Delphine? Alors pour Via Michelin, historiquement, on était dans la préparation de l'itinéraire, donc sur PC. Le mobile aujourd'hui représente plus du tiers de notre audience. Évidemment, le smartphone a apporté de nouveaux usages. En plus de la préparation du déplacement, on accompagne en temps réel les utilisateurs sur la route, en donnant le trafic en temps réel, en ayant des alertes communautaires. On a une communauté qui déclare des événements en temps réel. Donc les usages se sont développés. Le mobile, c'est certes l'application, c'est aussi le site web. On est passé en site responsive il y a 6 mois maintenant. Ça nous a permis de maximiser les usages qu'on avait, le développement en tout cas de ce qu'on propose. On le développe une seule fois pour tous les écrans sur le web, et on a aussi notre portefeuille d'applications, nos applications qui proposent donc des usages spécifiques. Alors, Karine, toi, finalement, j'ai l'impression qu'à l'Oresto, c'est 100% mobile ou quasiment, pratiquement? Non, pas tant que ça en fait. On est aujourd'hui à 40% d'utilisation, ce qui est déjà pas mal. Hein. On n'est pas mécontent. On est d'ailleurs un petit peu au-delà des 40. C'est vrai que l'utilisateur dans son quotidien utilise vraiment l'appli. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai comme une télécommande. C'est-à-dire qu'au départ, on a conçu le site mobile en se disant alors les gens comme ça pourront anticiper leurs commandes quand ils seront dans la rue, et puis ils vont passer à commande. Donc
Donc on avait vraiment réfléchi le truc. Puis 3-4 mois après avoir lancé le site, on a fait une petite enquête et en fait on s'est aperçu que c'était pas du tout ni dans la rue, ni dans les transports, ni ailleurs qu'ils utilisaient leur site mobile à leur resto, mais bien quand ils étaient dans le canapé à la maison. Donc ils avaient la télécommande dans une main, le téléphone dans l'autre et ils utilisaient le site et ils passaient leurs commandes. Donc nous, en fait, contrairement à Mythic, en fait, au départ, on est parti sur un site mobile qui était absolument exhaustif, c'est-à-dire qu'on retrouvait absolument toutes les fonctionnalités qu'on avait sur Allo Resto sur le site mobile. Et en fait, on s'est aperçu que les gens utilisaient très peu de fonctionnalités. Donc quand on a fait l'appli, on s'est dit, on va vraiment prioriser l'efficacité, on va aller vraiment exclusivement sur le tunnel de commande, on va faire quelque chose de très très fonctionnel pour que ce soit hyper léger et très efficace. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, là où ils n'utilisaient pas les fonctionnalités, maintenant ils nous les réclament. Donc c'est assez rigolo, quoi. Donc maintenant l'histoire nous dira quand elles seront en place s'ils les utilisent ou pas. Alors, sur le mobile, donc on a vu que le trafic était important, ça peut être 1/3 pour certains, 70% pour d'autres. Les ventes, est-ce qu'on vend aussi sur mobile ou est-ce que le mobile est finalement l'après-vente ou l'avant-vente? Concrètement, le chiffre d'affaires que vous générez sur mobile, est-ce qu'il est lié? Est-ce que 60% de trafic égale 60% des ventes ou pas du tout? Question collective, réponse collective. Du coup, je vais répondre sur la question. En tout cas pour nous. Nous, quand je disais 40%, c'est clairement des ventes. C'est pas du trafic. Et là, on constate, nous, un énorme écart entre le site mobile et les applications en termes de conversion. Ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire que le site mobile est vraiment très en deçà et des applications et encore plus du desktop. En fait, aujourd'hui, en termes de conversion, le desktop est parfaitement inégalé. C'est-à-dire que c'est encore là que ça convertit le mieux. Donc en fait, on ne peut pas se passer d'aucun de ces canaux finalement. D'accord. Raphaël? Un petit coup de gueule, mais ça ne tweete pas du tout dans cette salle. Il se passe. C'est vrai que ça ne tweete pas. Hein. Je t'ai vu vérifier, ça ne tweete pas. On peut même poser des questions avec un numéro de mobile directement aux gens concernés. Non, sur la question de l'acquisition, finalement, nous, plus que mobile, on travaille dans une logique, on travaille beaucoup sur les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, on a pu faire des choses sur Instagram. Et du coup, évidemment, les médias sociaux sont très consultés, comme Mythic d'ailleurs, sur mobile. Et du coup, c'est ça qui conditionne, qui est le facteur numéro 1 en matière d'acquisition. Et ça a été aussi bien pendant la période d'avant-lancement de notre offre Soon, puisque tu t'en rappelles, on était présent notamment sur les médias sociaux dans une logique start-up en ouvrant une liste d'attente sur le site pour que les gens s'inscrivent, pour être les premiers informés du lancement. Et du coup, c'était très relayé sur les médias sociaux. Et puis après, maintenant qu'on est en phase de run, eh bien, l'acquisition se fait de cette manière-là. Alors peut-être pas de présence sur les médias sur les mass médias, mais je pense que les médias sociaux dont on parle sont des mass médias. Mais c'est pas évident parce que autant quand on veut commander un dîner, un repas dans un restaurant, quand on a un itinéraire ou quand on veut une date, le mobile paraît naturel. Mais pour sa banque, c'est pas vraiment naturel de décider de souscrire une application mobile et voire même de se poser la question. Voilà, donc comment on fait? Parce que bien sûr l'usage est pertinent, mais la démarche, on n'est pas dans de l'impulsion. Une fois de plus, nous, on a fait ce choix qui était, je dirais, un choix. S'intéresseront à ouvrir un compte Soon ceux qui ont envie de vivre cette expérience mobile first, voire mobile only. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche. La promesse, elle est claire au départ. Et ouvrir un compte sur mobile, franchement, si tu le fais, tu verras que c'est facile. Parce que, au contraire, on va s'appuyer, finalement, plutôt que d'être sur son desktop et se dire, je vais prendre la photo de ma carte d'identité qui m'est demandée sur mon smartphone. Et puis, parce que j'ai plus évidemment de photocopieur chez moi, je vais la retransférer sur mon PC. On le fait directement avec le smartphone. Donc finalement, l'expérience est très sympa. Jessica, est-ce que donc on a vu 70% de consultations. Est-ce que les nouveaux abonnés, c'est aussi 70% de chiffre d'affaires via mobile? Alors, on est un petit peu en dessous de ce chiffre-là. 70%, c'est nos inscrits. Donc, l'inscription est gratuite sur Mythic. Et ensuite, vous prenez un pass. Et c'est donc ça qui génère du revenu. Donc, entre l'inscription et le pass, il y a la conversion qui joue. Or, la conversion sur mobile est
légèrement inférieure à la conversion sur desktop encore aujourd'hui. Ceci dit, là où je fais un constat vraiment d'étonnement très positif, c'est qu'il y a environ 1 an et demi, 2 ans, on commençait à aborder la conversion sur les applications et sur les sites mobiles. On était environ à 30% en deçà de notre conversion sur desktop. L'écart, c'est plus que largement réduit. Donc aujourd'hui, on est à quelques points d'écart. Donc on n'est pas à 70% de revenus, on est un petit peu moins, mais on n'a pas, on parle pas de 70 pour 20, quoi. Enfin, on est entre 70 et 60%, quoi. Donc oui, ça représente une grosse part de nos revenus actuellement. Vous avez une grosse difficulté dans le mobile, c'est que finalement votre maison mère, elle détient aussi un autre site de rencontre sur mobile, très très puissant sur mobile et gratuit. Enfin, je crois qu'il y a quelques services payants, mais quand même beaucoup gratuits. Tinder. Donc comment on fait? Comment on fait? Ce qui est extraordinaire en fait, et ça je le constate de plus en plus, c'est que l'enjeu du mobile aujourd'hui, il est très proche en fait d'enjeux traditionnels des distributeurs. Alors il y a 2 choses, hein. On va parler de Tinder, mais donc déjà pour répondre un tout petit peu à ta question, Hervé, c'est que l'enjeu, il est la part de voix qu'on va avoir sur les stores. C'est crucial. Donc, finalement, pour notre groupe, d'avoir une part de voix avec du Tinder, puis du Mythique, ou du Mythique, puis du Tinder, c'est pas mal. Parce que c'est une logique à la Evian, donc, à la Danone, on va avoir plusieurs marques sur le même rayonnage. Donc c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment cette logique de distribution. Maintenant, plus concrètement, par rapport à la concurrence chez nous, oui, nous, on est sur un modèle payant, donc l'inscrit va devoir payer pour avoir son abonnement et pouvoir avoir accès à l'ensemble des services, mais on lui communique très fortement que en fait ça a une valeur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est parti, justement parce qu'il y a des concurrents gratuits qui sont en train de disrupter le marché, on est parti sur augmenter la valeur perçue. D'où les événements pour célibataires, par exemple, qu'on a créé il y a 3 ans. D'où le fait que notre application, vous allez avoir des services que vous ne trouverez sur aucune autre application du marché. Voilà, donc nous, on parie sur ça parce qu'on pense qu'il y a un vrai marché pour des gens qui ont envie de faire de la rencontre, je peux dire sérieuse, pas que Tinder, ça ne veut pas sur de la rencontre sérieuse, mais en tout cas on va dire un peu plus sérieuse. Et voilà, donc nous on y croit, on pense que ça a un marché. À côté de ça, il y a un autre marché pour les applications Tinder. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui prennent les deux. Donc même un même célibataire peut avoir différentes envies à différents moments. Non, c'est pas correct. Il paraît. Isabelle. Le sujet du mobile commerce, il est vraiment devant nous. D'abord parce que, en termes de priorité sur le commerce sur Internet, on a travaillé un chantier d'intégration sur le desktop. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous seront surpris d'apprendre que La Poste fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet et qu'on avait finalement une présence qui était très product-centrique. Donc on l'a. Qu'est-ce que tu vends pour 150 millions? Tu vends des timbres? Alors, tu vends des téléphones? Tu vends quoi? Je vends de l'affranchissement en ligne depuis le domicile, qui en termes d'expérience client, je ne devrais pas dire ça parce que la visite en bureau de poste peut se faire, mais dans des conditions tout à fait acceptables et rapides à présent, puisqu'on a travaillé la modernisation de ces bureaux de poste. Mais on peut le faire depuis le domicile. Les pros viennent acheter sur la boutique beaucoup de timbres en ligne. Et puis, on peut affranchir un colis. Admettons que tu aies vendu un truc sur le Bon Coin, par exemple. Tu peux, depuis ton domicile, affranchir ton colis, poser ton étiquette sur ton colis, prendre rendez-vous avec ton facteur et partir travailler sans t'occuper de rien. Je crois qu'on peut même faire des recommandés. Absolument, tu peux faire des recommandés. Enfin, on ne va pas faire tout le catalogue. Voilà, donc on a travaillé ce chantier d'intégration e-commerce parce qu'il nous semblait indispensable pour remettre le client au centre. Je vais vous paraître absolument incroyable, mais on n'avait pas de panier unique, pas de compte client unique. On est parti de ça il y a 2 ans. Et le sujet du mobile commerce est pour nous devant nous, mais on sait déjà qu'on va avoir une vraie opportunité par rapport à ça parce que je vous parlais tout à l'heure d'adaptation d'un modèle de bout en bout. Évidemment, on a travaillé la version adaptative de la Poste .fr, mais on ne pouvait pas tout faire en 2 ans, le périmètre était immense et on s'est dit qu'on laisserait le côté commerce de côté. Donc on n'est pas mobile must sur la partie commerce, on va l'être, on va basculer du côté du mobile. J'aime pas trop parler de mobile first parce qu'aujourd'hui en termes d'audience, la Poste, parlons visiteurs uniques par exemple, c'est 12 millions de visiteurs uniques sur le desktop et beaucoup moins sur le mobile, hein. On doit avoir
de millions de visites par mois. En revanche, on a des services qui créent la récurrence. Et je voudrais juste dire un mot pour compléter le propos de Raphaël sur la partie bancaire. Et ça, j'enverrai un petit signe à mes amis de la Banque Postale. Ce qui crée la récurrence, enfin ce qui crée l'audience et la prise en main de l'application de la Banque Postale aujourd'hui, c'est évidemment le compte et le service que ça peut rendre d'avoir ces informations bancaires embarquées dans la poche. Aujourd'hui, l'application de la Banque Postale fait 32 millions de visites à cause de ce socle-là, qui est le socle relationnel finalement de la banque avec ses clients. Donc, le mobile commerce devant nous, déjà 28% de visites sur un dispositif qui n'est pas du tout mobile must et on fait à peine 8% de chiffre d'affaires. Donc, un petit peu de travail devant nous sur les 4 prochains mois, avec une réflexion qui s'est évidemment portée sur le responsive, quelle offre sur le site mobile pour capter l'audience des requêtes mobiles sur le search et quelle offre et quel type d'offre on déporte sur l'application dans une logique de récurrence plus forte. Et je te donne rendez-vous dans 6 mois pour te donner des chiffres. Avec plaisir. Delphine, est-ce que tu vends à travers ton application mobile? Alors, le service via Michelin est entièrement gratuit, donc tout ce qu'on propose est gratuit, l'information trafic est gratuite, le GPS est gratuit, les alertes communautaires sont gratuites. Donc c'est les alertes communautaires, c'est les zones de danger, les radars, quoi. Voilà, si on veut. Donc le service est entièrement gratuit et la façon dont on se rémunère, nous, c'est à travers les services qu'on a à proposer. On propose de l'hôtel le long de l'itinéraire, on propose de réserver un restaurant le long de son itinéraire ou à destination. Donc ça, c'est une partie importante de nos revenus. Et l'autre partie de nos revenus, ce sont des revenus publicitaires. Cette année, et depuis une petite année, les revenus mobiles ont clairement très fortement décollé. Qu'est-ce qui nous a aidé pour ça? Le marché, certainement. Le fait d'être passé en responsive, ça nous permet de vendre des campagnes de publicité multi-canal, multi-écran. C'est vrai pour les formats publicitaires standards qui sont le pavé sur le web et la bannière sur le mobile, mais c'est aussi vrai à travers tous les formats natifs qui sont intégrés en tant que service dans l'application, enfin, et dans le web, pardon. Donc ça, c'est le mobile a clairement décollé. Et sur le pardon, et sur l'application, l'application permet de développer de nouvelles façons d'aborder la publicité et de monétiser. Par exemple, on a fait un premier test de beacon avec une grande marque automobile. Donc la façon dont ça se passe, c'est que quand vous passez près d'une concession automobile, l'application via Michelin vous envoie une notification pour vous proposer de faire un test auto ou pour vous proposer une offre spéciale. Et ça, voilà, c'est le type de service qu'on peut proposer parce qu'on a une application, parce qu'on peut aller toucher l'interlocuteur. On a d'autres offres qui sont possibles dans l'application, qui sont des offres vocales. Quand on utilise un GPS, il y a de la voix et on parle. Et donc, on a aussi la possibilité d'intégrer des offres vocales dans le service. Donc, tout ça, c'est à faire dans le sens du client. Enfin, il faut que ce soit un vrai service pour lui. Il ne faut pas que ça le pollue dans l'usage du site. Et donc, c'est tout ça qu'on travaille. Mais du coup, le mobile et l'application en particulier est un moyen d'être innovant dans les services qu'on a à proposer, dans la façon dont on peut toucher le consommateur pour nous-mêmes et pour nos annonceurs qu'on accompagne. Alors merci. J'avais une question notamment pour Karine et Jessica sur l'international, puisque vos sociétés font partie d'un groupe qui œuvre dans plusieurs pays en Europe, voire même dans le monde. Donc les usages mobiles en France sont-ils différents des usages mobiles en Europe? Est-ce que les Latins, les Gaulois que nous sommes ont des spécificités, ou est-ce que c'est assez corrélé? Je vais peut-être continuer du coup. Ah ben voilà, Via Michelin peut aussi nous ouvrir. Oui, en fait, nous, on a à peu près 15 millions de visiteurs uniques par mois. On est le deuxième acteur de la carte et de l'itinéraire en Europe. La France, c'est moins de la moitié de notre audience, donc on est extrêmement présent dans le reste de l'Europe. Sur le mobile, on voit clairement il y a des différences entre les pays pour nous. Et sur le marché, les Italiens, par exemple, sont particulièrement en avance dans l'usage du mobile.
Ils sont plus équipés, ils utilisent beaucoup plus de fonctionnalités, ils sont réactifs aux notifications. Voilà, il y a des différences dans l'usage entre les pays. Voilà. Jessica, les Italiens, ils n'ont pas besoin d'être dans un site de rencontre en général. Alors, les Italiens, ils aiment pas trop dire qu'ils vont sur des sites de rencontres, c'est clair. Nous, on n'a pas constaté ça trop chez les Italiens. En revanche, nous, c'est les Espagnols qui sont à fond sur le mobile. Et pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est un pays qui est très Android. Donc ils sont à 70% de leur usage sur Android, ce qui est contrairement à d'autres pays. Ça, c'est la première raison. Et en l'occurrence, les utilisateurs d'Android sont souvent plus actifs sur les applications. La deuxième raison, qui est une raison liée à la crise, c'est qu'en fait, beaucoup d'Espagnols ont tout simplement résilié leur accès Internet desktop et n'utilisent plus que leur mobile. Donc, ce qui fait aussi que voilà, les pays latins, alors probablement l'Italie, nous on ne constate pas tellement ça chez les Italiens, mais en tout cas les Espagnols sont très très en avance. Les Français sont, on va dire, intermédiaires et ils ne sont pas particulièrement en avance, non, pas particulièrement en avance. Karine ? Ouais, alors des constats assez similaires finalement. Nous, les Italiens sont absolument fous furieux de l'appli. C'est plus de 60% d'utilisation en Italie, je ne sais pas. Mais j'écoute vraiment cette explication au travers des problématiques de crise dans les pays qui font qu'effectivement, ils se retrouvent plus avec une connexion Internet sur un mobile qu'ailleurs. Ça fait du sens. On le constate moins avec les Espagnols. En revanche, ce qui est bizarre, c'est la même app a priori. Et le UK, qui a une très belle appropriation du mobile et dans l'achat en particulier. Je discutais l'autre jour avec un spécialiste de l'affiliation et qui me disait que parmi leurs clients, eux constataient en l'occurrence que à peu près 23% des ventes se font via une application ou en tous les cas un terminal mobile en France. Quant au UK, c'est 37%. En moyenne. Donc ça explique nettement que la France soit... Enfin, c'est pas que ça l'explique, mais en tous les cas, ça corrobore le fait que la France soit... Pour nous, on aimerait être plus loin, en fait, en utilisation des apps. Ok, donc quelques différences quand même en Europe. Sur le marketing digital du mobile, est-ce que ce sont les mêmes acteurs? Est-ce qu'on retrouve Google, Facebook comme on retrouve en desktop? Ou est-ce qu'il y a des spécificités, des acteurs de niche, des gens qui vraiment vous accompagnent pour acquérir du trafic, générer des ventes, générer des downloads en mobile et qu'ils sont inconnus au bataillon sur les leviers plus traditionnels desktop? Question collective. Karine. Alors, oui, je vais continuer du coup. Oui, alors on retrouve évidemment beaucoup les mêmes acteurs. Moi, l'acteur sur lequel je m'appuie le plus, on va dire, c'est Facebook aujourd'hui. Twitter est vraiment très intéressant, fait des choses très bien. Après, oui, les Google et autres. Dans les niches, pour l'instant, je trouve que pas vraiment. En fait, c'est plutôt des gens qui deviennent des experts dans l'exploitation de ces outils que réellement des outils à proprement parler qui sont plus compétents. En tous les cas, sur ceux que j'ai rencontrés pour l'instant. Raphaël? Oui, même commentaire. Et je dirais qu'effectivement, c'est plutôt le côté affinitaire qui va jouer plus que le côté mobile, non mobile. Alors par contre, les petites bannières qu'on n'arrive pas à cliquer sur mobile, ça, on n'est pas arrivé à faire fonctionner. Oui, il y a encore quelques enjeux techniques. Jessica? Alors, moi, je rejoins tout à fait. Alors, les acteurs globaux, Facebook, alors, on en parlait tout à l'heure, on était avant, on parlait beaucoup de Google dependence. Aujourd'hui, est-ce qu'on est Facebook dépendant? Probablement un peu. Bon, voilà, après, on est très content parce que ça fonctionne très bien sur Facebook. Ce que disait Aude hier, c'est que finalement, il n'y a que Facebook qui est capable de te fournir la data célibataire. Alors, il se trouve, voilà, en plus de ça, que pour nous, c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur Facebook une data qui est très précieuse pour nous, qui est de savoir si l'utilisateur est célibataire ou pas. Ce qui est impossible de trouver ailleurs sur Internet, parce que même s'il y a la donnée est parfois collectée lors d'études, voilà, les axiomes et compagnie, elle n'est jamais fraîche. Donc, voilà, la seule data fraîche, c'est celle de Facebook. Donc Facebook, évidemment, est notre plus gros partenaire sur le sujet du mobile, sur l'acquisition. Ensuite, là où il y a des grosses spécificités locales pour moi, c'est sur tout ce qui va être gestion des stores. Alors après, on peut passer par des acteurs locaux pour nous aider
ou pas. Ça dépend des politiques d'entreprise. Nous, on fait beaucoup ça en interne, et notamment tout ce qui est store optimization. Et là, vraiment, c'est du local parce que chaque pays va avoir ses spécificités, ses concurrents spécifiques, ses mots-clés spécifiques. Donc, il faut vraiment avoir un bon relais, en revanche, local là-dessus, sur ces acteurs-là, ou en tout cas sur cette stratégie-là qui, pour moi, est quand même vraiment aussi au cœur de la stratégie du mobile, en tout cas quand on parle des apps, évidemment. Isabelle? Je vais totalement dans le sens de Jessica, je n'ai pas mieux à dire sur la partie Google, Facebook. En revanche, on trouve de plus en plus d'acteurs assez doués et remarquablement doués sur le store optimization. Ce que je voulais dire, et sans provocation, j'ai croisé Google tout à l'heure, donc ils ne m'en voudront pas, c'est qu'on n'a pas assez le réflexe, en tout cas chez nous ça fonctionne bien, au lieu de dépenser des sommes un peu folles en acquisition, de prendre appui sur son propre dispositif. Et vous allez dire que je suis décidément très systémique, mais quand je dis ça, je pense évidemment au desktop. L'acquisition se fait beaucoup via le desktop de notre côté, se fait beaucoup par le social aussi. Et du coup, évidemment, c'est une histoire de curseur. Et je ne suis pas en train de dire qu'on dépense, qu'on n'a pas les bons budgets nécessaires en marketing digital pour travailler l'acquisition. Mais on s'est aperçu finalement qu'en bougeant un peu le curseur sur un dispositif propriétaire, on gagnait pas mal aussi. Delphine? Nous, le premier levier, c'est clairement le gratuit. Donc, c'est l'App Store Optimization. C'est pareil, on a un outil de suivi d'interne des positions par mots-clés qui nous rapporte de l'audience. Donc, on optimise dans chacun des pays le référencement de nos applications. C'est extrêmement important. Il faut savoir utiliser toute la subtilité des stores dans ce qu'ils ont à nous offrir et des plateformes. À la fois pour acquérir du trafic, mais aussi pour, par exemple, déployer l'application. On fait beaucoup de tests. Sur Android, maintenant, on déploie progressivement l'application pour vérifier qu'il n'y a pas de bug. Enfin, voilà, chaque store demande une optimisation à la fois dans la façon d'acquérir du trafic et de mettre sur le marché des applications. Après, comme l'internaute nous trouve beaucoup le mobinaute nous trouve dans les stores, c'est important de remonter dans les stores et de remonter dans les stores au bon moment. Donc, contrairement au web où on peut avoir des campagnes d'acquisition qui sont plus sur le long terme, des fois, sur le mobile, pour remonter, il faut cibler des moments forts où on souhaite remonter dans les stores pour aller chercher des téléchargements incrémentaux importants. Et donc, les stratégies d'acquisition sont différentes sur mobile de celles qu'on peut trouver sur du web. Karine? Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il ne faut pas négliger non plus qu'on a toute une communauté d'utilisateurs qui sont pas toujours, en fait, qui pensent pas forcément à aller tester que vous avez une app ou pas. Et il faut juste pas les oublier parce qu'au fond, c'est des vrais utilisateurs potentiels de votre service sur l'app. Alors, en fait, il y a quelques années, on disait bon, on va faire que Apple parce que bon, Android, Co, c'est bon, finalement, il y a que l'App Store. On en est où? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une part de marché significative d'Apple face à Android, ou au contraire Android qui a repris le flambeau? Je parle au niveau des applications, parce que souvent la part de marché iPhone est plus faible, mais la part d'utilisation dans les applications d'iPhone remonte. On en est où sur ces sujets? Quand on a démarré en 2014, et même avant, dans la phase de buzz en 2013, on était plutôt Apple. Alors il y a peut-être un effet early adopters ou un effet influenceur, donc équipé du haut de gamme. Mais on n'a plus d'argent quand on a acheté un iPhone. Donc on n'a plus besoin d'une banque. Oui, mais tu te fais aider par l'opérateur téléphonique, non, un petit peu. Et ensuite, notre positionnement très clairement sur les moins de 30 ans. L'an dernier, 2 tiers de nos clients sont âgés de moins de 30 ans. Et encore plus sur les étudiants, eh bien, Android, aujourd'hui, représente la bonne majorité de l'équipement de nos clients. Et en termes d'ergonomie, est-ce qu'on nous disait il y a encore 4-5 ans que Android n'arriverait jamais au niveau d'ergonomie, de simplicité d'usage? Est-ce que tout ça aussi, ce sont des choses qui n'existent plus? Pour moi, ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Vraiment, c'est pas quelque chose. Ça ne remonte jamais dans les commentaires clients. Non, pour nous non plus, c'est vraiment pas un sujet. On fait ce qu'on veut sur l'un et sur l'autre. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on a vraiment 3 fois rien près la même appli sur Android et sur Play Store et sur l'App Store. Et au fond, les taux de conversion sont très différents. Donc, pour moi, il y a vraiment une question de
qualité d'audience vraiment sur un Android et sur un iPhone. Alors, Donc nous, on constate une différence entre les deux, effectivement, où Android convertit moins. On a moins de commandes qui viennent d'Android, même si je trouve que le gap, c'est quand même largement réduit. Jessica? Alors, nous, on constate également que Android revient un peu à la charge. Alors après, c'est aussi une question de qui on va chercher. C'est-à-dire que nous, on a énormément rajeuni notre cible aussi depuis quelques années. Donc voilà, notre cœur de cible, c'est les 25-34. C'était peut-être un peu moins le cas avant. Donc quelle est la poule et l'œuf? Je ne sais pas. Ce que je disais tout à l'heure sur quand on est un acteur international, de toute façon, on est obligé d'être absolument sur les deux. Android et Apple, dans la mesure où, ce que je vous disais sur l'Espagne, par exemple, c'est un pays qui, de toute façon, est un pays où Android représente 70%. Donc, il n'y a pas le choix. Pour moi non plus, ce n'est pas du tout un sujet, l'ergonomie entre Android et Apple. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de retour là-dessus. Et en termes d'usage, on a plutôt, nous, l'impression, en tout cas sur le service, que Android s'en sort plutôt bien. Mais encore une fois, attention, parce que si on adresse des cibles plus jeunes, qui sont peut-être aussi plus à même d'aller facilement sur des services de rencontre ou des applications de rencontre. Donc, il y a peut-être là aussi une question de cible à proprement parler. Ok, alors ce que je propose, il nous reste un quart d'heure, on a quand même 5 personnalités emblématiques dans des sujets qui sont radicalement différents, les services, la banque, la rencontre, la restauration. Donc je vais me tourner vers le public. Je vais proposer, tiens, Jessica est au milieu. Jessica, la personne du public qui pose la meilleure question aura le droit à 10 ans. 10 ans gratuits chez Mythique. J'espère qu'il aura trouvé avant sa 10e année. Hein. Est-ce que le problème d'un site de rencontre, c'est finalement que plus il marche, moins il marche, parce que plus tu trouves rapidement, moins tu t'abonnes. Je suis d'accord pour offrir un abonnement à la meilleure question de l'après-midi. C'est parti. Alors, les hommes pas, mariés ne vont pas vouloir poser de questions. Bon, la personne qui la gagne peut l'offrir à quelqu'un d'autre. la personne qui le gagne peut l'offrir à son ami célibataire. Très bien. Laurent Thirion, une question peut-être? Je connais beaucoup de gens dans la salle, dommage. Alors, la première question, pour qui? Il y a 2 jours, c'était du champagne. Et suivant le niveau de la question, c'était Magnum. C'est beaucoup mieux un pass mythique. Hein. Beaucoup Magnum, plus utile en tout cas. Jeroboam, Ça change beaucoup plus ta vie qu'une bouteille de champagne. Alors, c'est parti. Ah, pour vous, le site ou pour un copain célibataire? Pour un copain. J'ai mon épouse à côté, donc je fais attention. Bonjour, non, je suis simplement un petit peu surpris que vous ne parliez pas de la 3e plateforme de téléchargement sur mobile et du Windows Store. Donc, oui. J'aurais aimé que vous en parliez un petit peu. Comme il ne m'a pas donné la possibilité de m'exprimer sur le sujet, je peux aussi un peu vous en parler. Avec une spécificité qui est la nôtre. Aujourd'hui, La Poste est un acteur historique du service public, une entreprise, certes, maintenant société anonyme, mais avec des valeurs et des engagements, et potentiellement autant de Français qu'autant de clients que de Français. Donc, dès le départ et dès 2010, ce qui nous a demandé quand même de nous adapter dans nos modalités de développement, on a couvert l'ensemble des systèmes d'exploitation et on continue de couvrir l'ensemble des systèmes d'exploitation. Ça veut dire que si on ne veut pas dépenser des sommes folles en termes de développement, il faut penser hybride, etc. Mais à l'évidence, en termes de performance, nos clients sont aujourd'hui sur Android et sur iPhone, mais parce qu'on a ces engagements, on couvre aussi les clients qui sont sur Windows Phone. Alors, on fait de même, on couvre aussi tout à fait Windows Phone. Et d'ailleurs, alors c'est très minoritaire évidemment et en termes d'acquisition, d'usage, parce que c'est minoritaire dans la population. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous a permis de tester un certain nombre de choses. C'est-à-dire que souvent, sur certaines applications ou sur certaines features qu'on voulait lancer, on les a d'abord testées sur Windows Phone, qui nous offrait plus de liberté en termes du UX, de design. Donc, on a d'abord fait ça, là où sur les autres, on changeait pour beaucoup plus de clients, donc il y avait aussi un risque plus fort. Donc, ça a été un bon moyen de tester, en fait, pour nous. Et puis après, de le mettre sur les autres, de rollouter, j'allais dire, sur les autres applications. Alors, il y a 427 personnes dans la salle. Levez la main ceux qui sont sur iPhone. 214. Levez la main ceux qui sont sur Android. 152. 179. Et levez la main ceux qui sont sur Windows Store. 11. Très bien. Et il y en a 14 qui n'ont pas levé la main. Alors, une autre question dans la salle. Ah,
d'abord ici. L'abonnement, pour toi ou pour un ami? Merci, non, l'abonnement ce sera pour un ami. J'avais une question, donc on a beaucoup parlé des applications et des sites web mobiles, et finalement quelle est la place de SMS ou du MMS dans l'utilisation de vos canaux? Alors, Non, avant de répondre, Jessica, c'est une bonne question. Ouais. C'est une excellente question. On va réfléchir si elle est sélectionnée. Alors personnellement, c'est vrai que j'entendais à ma gauche, on l'utilise pas beaucoup. Nous non plus, on l'utilise pas beaucoup. On fait beaucoup de push notifs, mais SMS, MMS, non. Ne serait-ce que parce qu'il nous semble que c'est plus intrusif. Donc déjà, le push notif peut être assez intrusif, mais là, voilà, on n'est pas tellement équipé pour le faire. Alors, pour le coup, nous, on l'utilise un petit peu. On l'utilise déjà sur un aspect transactionnel, parce qu'on est sur un contexte de commande qui est assez spécifique, contrairement à un Amazon, une rue du commerce ou n'importe qui livre. Nous, on livre dans les 30 minutes. Donc, un MMS est particulièrement utile, et ce d'autant plus que les emails n'arrivaient pas forcément dans les inbox. Donc, ça nous permet de gérer toute une problématique de communication immédiate avec le client. Même si le push notification est rentré évidemment aussi dans le périmètre des outils. MMS pas du tout. Et on utilise également le SMS à titre beaucoup plus promotionnel pour informer les clients d'une opération exceptionnelle. Par contre, on ne s'autorise pas à communiquer sur le SMS pour faire de la promo basique sans qu'il y ait un avantage, un bénéfice immédiat pour le client. Raphaël ? Alors, en distinguant acquisition et après service client. Acquisition, mailing, à un moment donné, moi je dis ouais, le mailing, il y en a marre, ça marche plus. Eh bien, ça peut marcher. Donc voilà, un bon point pour mon équipe qui était convaincue. Ensuite, push notification également, puisque nous, il faut télécharger l'appli pour ouvrir un compte. Du coup, les gens qui sont intéressés par Soon ont l'application sur leur smartphone et on utilise avec le bon dosage, sans tomber dans le harcèlement, le push notification. On a également le canal qui est pas loin finalement du SMS, en tout cas la messagerie instantanée, le chat. Et ça, on est uniquement sur chat un petit peu, ce que Soon est un peu à AXA Bank, ce que Shosh dirait à Orange. Donc du coup, c'est chat only quand on veut dialoguer avec un conseiller en avant-vente. Ça, c'est pour l'acquisition. Pour ensuite le service client, eh bien, on utilise des notifications in-app ou hors app. Et puis parfois le mailing aussi, toujours, parce que c'est pas non plus intrusif. Et puis on est également en chat only. Donc ça, c'est pour maintenant. Après, en réflexion, j'avoue que c'est passionnant de voir tout ce qui se passe, par exemple avec Facebook Messenger. Et notre maison mère AXA, d'ailleurs, était parmi les premiers très grands comptes à être présents. Donc on regarde aussi. Merci. Il y avait une autre question ici. Bonjour, moi j'aimerais savoir, vous en tant que professionnel, qu'est-ce que vous faites pour les interstitiels quand on télécharge une de vos applis? Je n'ai jamais vu, par exemple, une appli qui me disait, bon bah écoutez, quand est-ce que vous voulez, à quelle fréquence vous voulez recevoir un interstitiel? Et c'est vrai que c'est la chose qui me fait fuir dans une appli. Allez, la publicité. Très bonne question, merci. Alors qu'est-ce qu'un interstitiel? Qu'est-ce qu'un interstitiel? C'est un format publicitaire qui va être perçu parfois comme relativement intrusif au moment de l'ouverture d'une application et qui se met entre vous et l'application. Enfin, je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. Alors nous, on ne se permet pas en fait de faire. C'est une bonne question à mesure où en fait, je pense que ça dépend beaucoup du business model de l'application. Ça dépend beaucoup du business model, ça dépend beaucoup. Mais nous, voilà, on est un modèle payant. Donc, quand notre utilisateur a payé, parce qu'il a payé, il a le droit, en effet, d'avoir peu ou pas de pub. Donc, c'est vrai que les interstitiels, peu ou pas, en fait, chez nous, je pense que vous en trouverez pas. Vous en trouvez beaucoup dans les médias aujourd'hui, mais parce que les médias ont en effet besoin de ça.
Nous, on a une régie publicitaire internalisée chez nous, donc on commercialise notre espace publicitaire très fortement en fait pour les gens justement qui ne payent pas et qui sont inscrits gratuitement et qui peuvent quand même utiliser un certain nombre de services et de manière très 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 réduite pour ceux qui payent, parce qu'on pense que voilà, c'est pas le même business model. Donc spécifiquement sur les interstitiels, on n'a pas une action de lobbying forte, mais voilà, il y a des gens qui s'en occupent très très bien sur le secteur, qu'on parle des UDA, des IAB, qui ont tous un point de vue sur le sujet. Je pense qu'en effet, c'est aux annonceurs de faire attention, et après, il faut faire attention parce que tout a un prix, et quand c'est gratuit, ça a un prix. Et ça, je pense que c'est aussi, quelque part, aussi aux utilisateurs de l'avoir en tête. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à aimer pouvoir télécharger des applications gratuites, à pouvoir avoir des usages gratuits. Tu le disais tout à l'heure, via Michelin, il y a plein de choses gratuites et c'est super. Mais voilà, ça a un prix, il faut que via Michelin puisse en vivre. Je ne sais pas si vous faites des interstitiels, mais voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête, et c'est forcément un trade-off avec l'utilisateur, et je pense qu'il faut que les utilisateurs aussi en soient conscients et puissent avoir ce choix et choisir en pleine conscience. Alors il y a une petite phrase qu'on dit souvent, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, voilà, moi je dis quand c'est gratuit, c'est payant, mais c'est un peu pareil. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, exactement. Donc il faut faire attention, et forcément, voilà. Je dis pas que c'est pas bien, parce que je pense que ça ouvre évidemment d'énormes perspectives. Enfin, je veux dire, c'est ça qui a permis nous à des concurrents d'émerger, et pareil dans tous les secteurs. Donc c'est un bénéfice, mais voilà, faut juste être conscient de la contrepartie. Alors Delphine, toi qui es plutôt finalement le média autour de cette table, est-ce que tu fais des interstitiels, et est-ce que c'est perçu comme intrusif ? En fait, on fait des interstitiels, mais surtout on peut les fermer. En fait, c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que comme au début de l'interstitiel, il y avait beaucoup d'applications où on arrivait, il fallait rester 30 secondes avant qu'ils disparaissent, ou qu'on trouve le moyen de trouver comment le fermer. Nous, on peut le fermer dès le départ, et donc en effet, on a un service gratuit. En effet, on a besoin d'avoir des revenus pour continuer de faire évoluer notre offre et de proposer le service gratuitement à nos utilisateurs. On a aussi un système qu'on appelle de capping, c'est-à-dire que si vous ouvrez l'application dans la demi-heure qui suit, vous ne verrez pas 2 interstitiels, 3 interstitiels, 4 interstitiels. Notamment si vous êtes en mode piéton, par exemple, vous êtes dans la rue, vous fermez l'application, vous la rouvrez pour vous regéolocaliser. Voilà, ce serait pénible d'avoir un interstitiel systématiquement. Donc voilà, faut trouver le bon niveau de dosage, et je partage le point qu'un service gratuit a en fait un coût derrière, et que c'est un moyen comme un autre de faire profiter au plus large public possible la qualité de nos services, et pour nous en l'occurrence de notre carte, de notre itinéraire, de la sélection Michelin, de points d'intérêt, de sites touristiques, de restaurants. Enfin voilà, si on veut en faire bénéficier aussi le plus grand nombre. Moi, je suis peu utilisateur, mais j'ai le sentiment que là-dessus, on est en début de courbe d'apprentissage, parce que je vois qu'il y a une application gratuite d'aide à la conduite qui commence par W, et ça tout. Qui finit par Aze. Oui, je fais quelques kilomètres à chaque fois que ça me propose d'aller à l'hôtel. Je suis pas fatigué, donc je me dis il y a un truc je comprends pas, voilà. Ou alors je sais pas ce qu'ils ont fait comme rapprochement de data, c'est à creuser. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas encore. Moi, ils me proposent d'aller chez Nissan, alors effectivement, il y a peut-être quelque chose. Mais si on te propose d'aller à l'hôtel avec en plus un service mythique, il peut se passer quelque chose. C'est peut-être ça, oui. Alors on a une question ici. Bonjour et merci pour votre présentation. Une question au niveau des leviers d'acquisition, à savoir, il y a quelques agences qui nous disent que c'est mieux d'être, on va dire, en top 1 au niveau de la bonne catégorie, sur le système d'exploitation, et en une journée, on obtient 10 000 téléchargements. Vous, pour des lancements sur différents marchés, parce que vos applications, on va dire, sont pas récentes, hormis peut-être Tinder, mais quels sont finalement les leviers d'acquisition principaux sur un lancement d'application en soi? Merci. Alors, je vais essayer de répondre à votre question, qui est une question difficile, parce que ça va dépendre évidemment du marché dans lequel vous êtes. Alors, je ne sais pas quel est votre secteur, et je ne sais pas sur quoi vous lancez votre application. Mais effectivement, ça va dépendre de tellement... c'est multifactoriel. Donc ça ne va pas vous aider, mais c'est vraiment multifactoriel. Ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on a constaté, c'est que les pushs très très forts
où on fait sur une journée 10 000 téléchargements en les payant, parce que voilà. Et ça n'a, enfin, en tout cas nous, ça n'a jamais prouvé des résultats efficaces. Je vais vous donner même un exemple un tout petit peu plus précis. Tinder, par exemple. Alors Tinder, c'est un peu particulier parce que c'est peut-être un succès un peu hors norme, mais Tinder n'a jamais payé un téléchargement. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, l'écosystème, il peut être vraiment très très dépendant de plein de choses, de comment vous allez être positionné, donc de la catégorie que vous choisissez. Du nombre de concurrents qu'il y a dans cette catégorie, c'est-à-dire si vous choisissez une catégorie où il y a beaucoup de concurrents, forcément il faut émerger plus. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les stores, ils prennent en compte l'usage, ils prennent en compte le fait de détélécharger l'application. Donc tout ça, si vous faites juste de l'application sponsor en payant sur une journée pour faire un burst, nous, on n'a jamais constaté que ça fonctionnait. Voilà. Et après, on peut accompagner une croissance comme ça. Mais ça, à proprement parler, comme facteur clé de la stratégie, moi, j'y crois pas du tout. Ouais, en effet. Alors nous, on a fait 14 millions de téléchargements d'applications depuis le début, à peu près, dont 99,9% en gratuit. Donc les leviers payants, on les utilise avec parcimonie, mais c'est vrai qu'on s'appuie sur des bonnes tendances et on les utilise comme tremplin. Mais l'optimisation de l'application, la catégorie dans laquelle on est sélectionné, qui d'ailleurs est différente entre iOS et Android. Sur Android, on peut être référencé dans 2 catégories. Donc, il y a toute une réflexion assez fine pour optimiser aussi sa place sur les stores. Mais il faut bien optimiser le gratuit pour optimiser le payant. Alors peut-être une dernière question ici pour conclure la conférence. Alors tout d'abord, bonjour et merci. J'aimerais savoir quelle est la part d'utilisateurs qui communiquent leurs données Facebook dans leur application. Sauf pour Tinder, du coup, c'est un peu obligatoire. Mais... Alors nous tu parles de Facebook Connect globalement, parce que c'est essentiellement via Facebook Connect. Alors nous, c'est assez récent en fait, Facebook Connect sur l'application. Ça fait environ 1 an qu'on l'a. On peut pas, sincèrement, c'est pas majeur chez nous. Sauf, alors évidemment, tu parlais de Tinder, donc Tinder c'est la clé, mais chez Mythique, c'est pas l'axe majeur. Je pense que j'ai pas le chiffre exact, donc je veux pas dire de bêtises. Je pense qu'on doit être dans les entre 10 et 20% à peu près, mais c'est pas comme ça qu'on va le plus rapidement. Je pense qu'il y a encore des réticences en fait entre le service de rencontre, Facebook, en tout cas pour certaines cibles. Pour certaines personnes qui veulent pas tout dire exactement. Oui, même si en fait on communique rien finalement, puisque du coup voilà, c'est pas posté sur mais bon, en tout cas il y a cette peur. Raphaël? Oui, c'est la même fourchette, sachant que nous on l'utilise uniquement à l'ouverture de compte pour les clients qui ne souhaitent pas finalement ressaisir leur nom, prénom, coordonnées. Et du coup, je crois que on est dans la même fourchette. C'est pas voilà, mais pas de frein en tout cas, mais ça reste modeste. Karine? Pareil, chez Allo Resto. Bon, donc Facebook, pourquoi pas, mais avec parcimonie. On va les applaudir. Et on va vous souhaiter de bonnes ventes sur mobile et du bon trafic pertinent. Puis Hervé, tu te charges de prendre l'adresse de tout à fait, la tout personne à fait. qui a gagné le... Avec plaisir. Merci à vous.